Bienvenue dans cette seconde partie de Tout est politique si vous nous rejoignez sur i24 News. Notre invité cette semaine dit Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes député de l'Essonne et président de Debout la France. Nous allons passer en revue avec vous les temps forts de l'actualité de ces derniers jours. Mais tout d'abord, la victoire du parti anti-austérité en Grèce, le parti Syriza, avec à la tête donc de ce nouveau parti le Premier ministre Alexis Tsipras. Marine Le Pen est ravie, Jean-Luc Mélenchon exulte. Vous ? Mais moi aussi, je suis content. Et comment ça se fait? Vous êtes très à l'opposé pourtant de Jean-Luc Mélenchon. Mais depuis 4 ans, la Grèce est dirigée par une alliance entre la gauche et la droite, le PASOK et Nouvelle Démocratie, qui ont accepté un plan dit de sauvetage qui en fait a tué la Grèce. Et donc quand des gens de droite et de gauche sont d'accord entre eux pour mettre un plan absurde en place, personne ne s'étonne. Et quand des gens qui sont a priori différents de couleur politique sont d'accord pour mettre fin à cette tragédie et reconstruire un pays, pourquoi on ne serait pas d'accord? Pour vous, c'était une tragédie, cette cure d'austérité? On a caché aux Français l'absurdité de ce plan, d'abord la grande misère, mais en plus l'inefficacité totale. 1/3 des entreprises ont disparu, 1/3 des entreprises ont disparu. La dette a explosé. Donc on n'a pas aidé la Grèce, contrairement à ce qu'il dit, on l'a plongée dans la ruine. Et il faut comprendre à un moment donné que ce scrutin, c'est le réveil d'un peuple. Et la preuve d'ailleurs, c'est que Tsipras s'est allié aux Grecs indépendants, qui est mon partenaire en Grèce, qui a été caricaturé là dans les médias français de manière scandaleuse. Les Grecs indépendants, c'est un parti patriote qui n'a rien de xénophobe, rien. Mais on l'a caricaturé. Et Tsipras s'est allié à lui, parce que c'est l'intérêt national de la Grèce. Comment vous expliquez, M. Dupont-Aignan, que d'un seul coup, M. Hollande et tous les classiques du Parti socialiste disent « c'est formidable ». Moi, je suis assez sidéré de voir quand même qu'on soutient d'un seul coup les alliés de M. Mélenchon-Nikos, comme je l'appelle, dont c'est l'ami, M. Tsipras, et qu'on combat en France. Est-ce qu'on peut être allié avec l'ami de M. Mélenchon en Grèce et puis combattre Mélenchon en France? Ça me paraît complètement... Non, mais le Parti socialiste français et le président de la République sont dans l'incohérence la plus totale, puisqu'ils ont soutenu ce plan d'austérité qui a déséquilibré la Grèce. Et maintenant, ils disent « Oh, Tsipras est élu », ils essayent de se raccrocher au wagon. Tout ça est dérisoire, puisque le PASOK grec, le Parti socialiste grec, qui est l'allié de M. Hollande, était à 40% des voix. Là, il est à 10. Non. Il était à 40% en 2009, il est à 4%. À 4%, c'est ça. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une politique qui a échoué. Et moi, ce qui m'intéresse dans cette élection, je ne suis pas ami de M. Tsipras, moi j'ai soutenu les Grecs indépendants, mais ils sont alliés. Ce qui m'intéresse, c'est comment on va réorienter réellement, sérieusement l'économie européenne pour créer de la richesse et éviter cette politique de la zone euro complètement folle, qui a détruit l'économie. Moi, je regarde un point très simple, un chiffre. Je voudrais que vous méditiez un seul chiffre. En 2009, il y avait le même nombre de chômeurs aux États-Unis et dans la zone euro, 15 millions. 5 ans après, il y en a 4 millions de plus en zone euro, il y en a 4 millions de moins aux États-Unis. Alors, est-ce qu'un jour, on peut, en zone euro, se poser des questions? C'est tout. C'est tout ce que je demande. Sinon, on aura des explosions dans tous les pays, les uns après les autres. Est-ce qu'on ne risque pas à nouveau, sur la Grèce, avec M. Tsipras qui est au pouvoir, d'avoir à nouveau ce fameux clivage qui va réapparaître plus que jamais, nord-sud, avec les gens du sud, comme moi, où je mets la France, M. Hollande qui va dire « Ah, mais il faut combattre cette politique d'austérité d'un seul coup parce qu'on va se raccrocher au wagon. Et en même temps, les gens du Nord avec Mme Merkel qui vont dire « 1, on n'annule pas la dette, 2, on ne va même pas l'alléger. » Mais on arrive à l'instant de vérité sur la pertinence de l'euro. Moi, je veux faire évoluer l'euro. On a dit que je voulais sortir, on m'a caricaturé. Je veux le faire évoluer. Ça veut dire quoi, le faire évoluer? Ça veut dire très simple. Voilà, c'est qu'on arrête la monnaie unique. On ne peut pas avoir la même monnaie pour la France, l'Italie, la Grèce, l'Espagne. Et on aurait l'euro-franc, l'euro-drachme, l'euro-marque. Comme il y a le dollar canadien, le dollar américain, le dollar australien, il y aurait une coordination monétaire, on garde une banque centrale européenne pour contrôler les banques, etc. Mais en revanche, on a un euro flexible, c'est-à-dire que l'euro franc ne serait pas au même niveau que l'euro marque, mais il ne serait pas flexible au jour le jour, il serait de parité fixe. C'est ce qu'on a appelé à une époque, c'est un peu compliqué pour les gens, mais la monnaie commune. Il y a la monnaie unique, c'est la veste qui a la même taille. Tout le monde comprend que la Crète ne peut pas avoir la même monnaie que Hambourg. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre. En revanche, on pourrait très bien avoir une flexibilité monétaire, parce qu'une monnaie,
c'est pas un dieu vivant, c'est un instrument. Et quand vous regardez que la Turquie, par exemple, je connais bien la Grèce, parce que j'ai beaucoup soutenu les Grecs indépendants, j'y étais souvent. La Turquie a dévalué sa monnaie de 40%. Les activités, les entreprises qui étaient en Grèce, elles sont parties en Turquie. Parce qu'elles produisent et elles vendent dans le monde entier avec une monnaie dévaluée. Le Japon, l'Angleterre, les États-Unis, le Brésil, tous les pays du monde ont dévalué leur monnaie. Et l'euro est resté trop cher. Alors heureusement, il baisse, mais il est encore trop cher pour certains pays. Donc moi, je voudrais qu'il y ait un peu de raison en Europe. Il ne s'agit pas de casser l'Europe, il s'agit de créer de la richesse. De s'adapter en fonction de la situation d'aujourd'hui. De rationaliser son fonctionnement une bonne fois pour toutes, parce qu'on est complètement... On a fait une Europe trop vite, à trop grand... On a fait une Europe à 28 pays qui n'ont rien à voir, et elle veut tout réglementer. De la souplesse, car la mondialisation, on a besoin de l'Europe, mais pas pour réglementer la taille des courgettes. En revanche, pour faire des Airbus, pour investir dans l'énergie solaire. Moi, on me caricature. C'est dur d'être toujours caricaturé, parce qu'il y a une pensée unique qui veut que, en fait, les gens de Bruxelles dirigent tout. Moi, je veux de la démocratie dans nos pays, et je ne vois pas pourquoi le Maroc, Israël, les autres contrôlaient leurs frontières pour éviter que des terroristes rentrent chez eux et que nous, on devrait laisser entrer la terre entière. Je ne vois pas pourquoi on devrait subir une monnaie qui empêche nos entreprises d'exporter. Il y a un moment, j'aimerais qu'on se serve de l'Europe pour être utile. Autrement. Je veux une Europe utile. Et que le pays aille mieux. Nicolas Dupont-Aignan, François Hollande, tout autre sujet, est allé au camp d'Auschwitz il y a quelques jours pour les 70 ans de la libération du camp d'extermination. Vous auriez aimé y être ? Oui. Ouais. Oui. Vous savez, moi j'ai eu des grands-parents qui étaient... Un de mes grands-pères était un des aviateurs de 14-18. Après, il a fait tout ce qu'il a pu pendant la Seconde Guerre mondiale. Bref, je ne veux pas revenir là-dessus, mais je sais ce que c'est dans les familles et je sais ce qu'a été cette horreur. Mais j'ai une analyse un peu différente des autres sur un point. C'est-à-dire ? C'est que je pense qu'on oublie toujours comment est né le régime hitlérien. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là ? Je veux dire par là que je pense très important les commémorations, l'effort de mémoire, mais j'aimerais que l'effort de mémoire qu'on fait à la télévision, partout, aille sur la période antérieure des années 30. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que le chômage de masse, la misère, produisent toujours des atrocités. Et si on ne prend pas la cause des phénomènes, on a des commémorations qui sont émouvantes pour nous, parce que nous, on sait ce qui s'est passé. On connaît la suite. On a des mémoires familiales, on a des mémoires collectives, mais beaucoup de gens ne comprennent pas. Et moi, j'aimerais qu'on aille au cœur des problèmes. Et parce qu'aujourd'hui, vous comprenez. Aujourd'hui, vous comprenez pourquoi ? On serait dans un contexte hanté 1930. Moi, je pense qu'on vit aujourd'hui dans un contexte, en tout cas, de déséquilibre très profond, quand on n'est plus capable d'assurer la sécurité dans un pays. La chaîne pénale ne fonctionne pas en France. Quand on n'est pas capable de lutter contre le début d'un communautarisme fasciste. Quand on n'est pas capable de lutter contre le chômage de masse et que dans les quartiers en Espagne, un jeune sur deux est au chômage. Quand dans nos quartiers en France, un jeune sur deux est au chômage, je dis qu'il y a danger. Donc je ne sais pas ce qui aboutira. D'avant-guerre. Oui, on est dans un... Jamais, heureusement, tout n'est pas reproduisible. Mais on est dans un contexte où j'aimerais que les hommes politiques aillent au-delà des commémorations et se posent des questions sur le gouvernement, sur l'État. Je suis élu de banlieue, je vois monter des déséquilibres qui m'affolent. Voilà, c'est tout. Et j'ai envie qu'on agisse, c'est tout. Je crois que vous avez raison, en effet. Mais alors, est-ce que vous pensez que les mesures qui ont été annoncées pour lutter contre le terrorisme, après tout ce que nous venons de vivre en France, sont pertinentes? Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, on ne va pas voir Manuel Valls, qui est volontaire, qui veut qu'on applique ces mesures, face à une Madame Taubira, dont l'échec est permanent? Et j'ai envie de dire... Je me suis tu pendant tous ces événements parce qu'il fallait un moment de consensus. Vous étiez Charlie, vous ? Non. Au sens... Attention, j'étais Charlie au sens que j'ai été manifesté, au sens que je ne supporte pas ce qui s'est passé. En revanche, je pense qu'on doit aller au-delà. Alors vous étiez qui ? J'étais Français qui considère que la France a été attaquée par un acte de guerre. C'est la France debout. Et j'aimerais que les Français se défendent. J'aimerais qu'on arrête la naïveté. Souvenez-vous de l'entre-deux-guerres. Combien de manifestations pacifistes ? Les pacifistes manifestaient tout le temps entre nations et républiques. Mais parallèlement, on n'a pas armé notre pays. Aujourd'hui, quand vous pensez qu'on va supprimer 25 000 encore postes de militaires... Mais ils vont revenir sur leur décision, là. Non, sur 7 500. La réduction sera moins rapide que prévu. Oui, voilà, c'est n'importe quoi. Quand vous pensez qu'on est en guerre en Irak, et à raison contre Daesh, mais qu'on n'a pas
mis en place, moi je voulais qu'on mette en place l'état d'urgence en France, qui est une loi de 55 qui permet de fouiller les caves. La dernière fois qu'elle a été appliquée, c'est en 2005 pour les émeutes en banlieue. Pourquoi je voulais qu'on le fasse pendant un mois? Parce que je voulais qu'on casse les réseaux. Alors les mesures Valls, pardonnez-moi, elles ne sont pas à la hauteur du discours. Il a eu raison, il a fait un beau discours, mais alors pourquoi ça ne suit pas? Si on ne revoit pas la chaîne pénale, Madame Taubira, je le dis, aurait dû démissionner. Il y a un moment, la chaîne pénale française n'est pas appliquée. Ça ne sert à rien de faire des lois d'exception quand on n'est pas capable de mettre en prison les délinquants les plus graves, quand on laisse nos frontières des passoires, quand on voit les parcours des frères Kouachi, quand on voit ce qu'a fait Koulibaly, quand on voit ce qu'a fait Mera, et que personne n'en a tiré de leçon. Moi, je suis désolé. Alors, avec ces gens-là, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas le faire. S'il fallait tirer des leçons, remettons-nous dans le contexte de 2012, quelles leçons pouvons-nous tirer? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire très concrètement pour empêcher cette contagion, cette hémorragie? Très concrètement, expulser les imams qui prêchent des discours incompréhensibles, imposés. Non, attendez. 60% des imams à Marseille ne parlent pas français. Il n'y a pas qu'à Marseille. Non, mais j'ai lu ça, donc je prends des chiffres que j'ai vus. Tant qu'on n'aura pas une politique beaucoup plus ferme vis-à-vis d'une minorité, certes, parce que je ne fais pas d'amalgame, d'une minorité, tant qu'on n'aura pas une fermeté, tant qu'on n'arrêtera pas les financements étrangers ciblés. Moi, j'ai proposé de créer un fonds pour l'ensemble des religions, d'ailleurs, que tous les fonds qui viennent de l'étranger transitent par un fonds co-géré par l'État et les religions, de manière à ce qu'un pays étranger ne puisse pas acheter un lieu de culte. S'acheter un lieu de culte. Tant qu'on ne sera pas très ferme à l'école de la République, tant qu'on ne contrôlera pas nos frontières, je maintiens que le trafic d'armes passe par des frontières, c'est pas la fermeture du pays. L'Angleterre est un pays ouvert sur le monde. Londres est la ville la plus cosmopolite du monde. Et pourtant, ils contrôlent leurs frontières. Par exemple, vous dites qu'il faut être ferme à l'école de la République. Dernier exemple en date, à Nice, un jeune élève qui disait que les terroristes avaient eu raison, qu'il ne ferait pas la minute de silence et à mort les Français. Et son père est convoqué, il va au commissariat. On fait quoi? Ils ne savent même pas quoi faire. J'ajoute à ce que dit Elisabeth. Les idées sont bonnes, mais les actes... Est-ce qu'un enfant peut penser, ce qu'a dit Elisabeth, je suis pour les terroristes, ou ce sont les parents? Attendez, c'est pas la même chose. Ils ont convoqué les deux, est-ce qu'un enfant de 8 ans peut dire ça? Parce qu'il n'y a pas qu'à Nice que ça existe. Moi, je connais plein d'autres cas où ce même phénomène s'est produit. Alors, soyons clairs, parce qu'il ne faut pas raconter des histoires. Vous n'interdirez pas aux gens de penser différemment. D'accord. Le sentiment national, et c'est ça qui est grave dans la situation, il se forge au fil du temps. Il ne se décrète pas. Donc, vous n'interdirez pas aux gens de penser des choses atroces dans leur fort intérieur. En revanche, c'est le résultat de quoi? C'est le résultat de 20 ans de démission. C'est pourquoi, moi, je propose depuis 20 ans, j'ai créé Debout la République. Ça s'appelait Debout la République, on l'a appelé Debout la France, mais qu'importe. C'est la République et la France sont indissociables. C'est des mesures qui prendront leur temps. Mais quand, par exemple, à l'école de la République, on n'apprend plus l'histoire de France. L'histoire. Quand on cède sur l'écriture, vous savez, il n'y a pas de peuple adulte qui n'a pas la connaissance. Mais si les profs démissionnent déjà. Mais oui, et c'est ce que je vous dis, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Donc, au moins que ces terribles actes de guerre aient une leçon. Et que le pays bouge, mais que le pays bouge en arrêtant cette culture de l'excuse. Il faut reconstruire notre chaîne pénale, il faut reconstruire l'instruction publique, il faut reconstruire le mérite à l'école et l'effort. L'éducation. Il faut être très ferme en matière de sécurité publique. C'est une palette, c'est ce que je propose depuis 15 ans. J'ai vu tout détricoter devant moi. Il y a une prise de conscience aujourd'hui, il faut être honnête. Oui. Les événements ont permis une prise de conscience. Maintenant, il faut passer aux actes. Et vous voulez que je vous fasse une confidence? Je pense que ce n'est pas la classe politique qui a déconstruit la France depuis 20 ans qui va le faire. Ça sera une nouvelle génération, votre serviteur et d'autres, une nouvelle génération à gauche, à droite, qui, j'entends, vous savez, parfois j'ai entendu Malek Bouti, par exemple, dire des choses très justes, et il est de gauche. J'ai entendu des gens à droite dire des choses très justes. Et vous remarquerez que toutes ces personnes qui disent des choses très justes dans notre vie politique, c'est curieux, ils sont toujours très minoritaires dans leur parti. Ils sont toujours à la marge. On les isole. On les isole parce qu'il y a une pensée unique, monstrueuse, qui d'ailleurs est relayée, reconnaissez-le, parfois par certains médias. Politiquement correct. Politiquement correct. Quand je vois M. Kameno, je reviens à la Grèce, que je connais parfaitement, qui n'a rien à voir avec l'extrême droite, mais rien, qui a lutté contre Obdoré en Grèce, qui est un vrai patriote grec, contre les nazis, qui a été traité dans un journal, un grand journal du soir, de xénophobe, d'ultranationaliste. Mais c'est scandaleux.
Donc attention à ne pas se tromper. La fermeté, c'est pas le fascisme. On peut être ferme. Et si la société française ne sait pas se défendre maintenant, ça sera beaucoup plus grave demain. Donc c'est dernière limite. Dernière limite avant chaos. Alors moi j'ai des propositions très concrètes. Il ne faut pas promettre monts et miracles. Il faut simplement avancer. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan, merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes député de l'Essonne et président de Debout la France. Merci Christian Mallard. Merci. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Tout est politique. Belle semaine à vous.